Bien, bonjour à toutes et à tous. On va peut-être commencer, on n'a qu'une demi-heure, donc c'est pas énorme. Je me présente Hugo Kurzelman, je suis responsable des affaires publiques et juridiques à l'Institut national de l'économie circulaire. Alors on est ravis de vous parler de ce sujet de la commande publique circulaire qui nous tient particulièrement à cœur. Alors pourquoi est-ce qu'on vous parle de ça Eh bien, il y a une réglementation qui est de plus en plus ambitieuse et qui va, dans les années à venir, obliger les acheteurs publics, à la fois de l'État, mais aussi et surtout, j'ai envie de dire, des collectivités, à mettre en œuvre une politique d'achat durable et circulaire extrêmement ambitieuse. Je pense notamment à l'article 58 de la loi AGEC qui fait l'objet d'un nouveau décret actuellement et qui va obliger les acteurs publics à acheter un minimum de produits issus de la circularité, donc du réemploi, du recyclage, de la réutilisation, de la syngo de main de manière générale, et également à cette disposition de la loi climat et résilience qui va obliger les acheteurs publics à inclure une clause environnementale au minimum dans 100% de leur contrat public. Alors, avec moi pour parler de tout ça, Jean-Michel Buff, conseiller régional de la région Pays de la Loire, et également président du Conseil national de l'économie circulaire, Marlene Weber du commissariat général au développement durable. Vous êtes responsable de la politique achat durable au commissariat général. Maud Gourc de l'Union générale des acheteurs publics, vous êtes responsable achat responsable. Et Stéphanie Morisset, responsable du pôle économie circulaire à la métropole du Grand Paris. Alors, peut-être pour commencer très rapidement, Jean-Michel, je sais que vous devez nous quitter assez vite, donc je vais vous poser une première question. Comment les collectivités anticipent et programment un petit peu cette réglementation? Quels sont les leviers qui vont être mis en œuvre par les régions, notamment, et quels peuvent être les points bloquants autour de cette réglementation qui s'avère quand même réellement ambitieuse dans les années à venir? Oui, bonjour à toutes et à tous. Je vais peut-être refaire un petit peu d'histoire, parce que c'est toujours intéressant et il faut quand même prendre le temps. La loi AGEC, effectivement, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, a donné un certain nombre d'outils à mettre en œuvre, des outils législatifs. Et ces outils législatifs sont basés sur une réalité, c'est que la commande publique, d'une manière générale, c'est 150 milliards d'euros par an. Donc si on veut faire bouger des lignes, ça veut dire qu'un des moyens essentiels de faire bouger les lignes, c'est celui de la commande publique. D'où l'idée qui avait été travaillée pendant la feuille de route économie circulaire. À l'époque, je faisais partie du comité de pilotage. Et cette notion de faire intervenir les collectivités dans la commande publique de manière conséquente pour faire bouger les lignes de l'économie circulaire est apparue au travers d'un premier sujet qui est peut-être que le plus simple pour une collectivité, c'est d'aller sur les marchés de fourniture. D'où cet article 58 avec 17 familles de produits qui donne l'obligation d'aller vers 20%, enfin je ne vais pas rentrer dans les chiffres, vous les ferez tout à l'heure dans la totalité, mais 20% issus du réemploi, de la réutilisation et de la réincorporation de matières recyclées. Et donc par rapport à ça, en fait, les collectivités, il y a différentes strates de collectivités. Vous savez bien, on ne peut pas comparer une politique d'achat d'une commune de 500 habitants avec le Grand Paris, par exemple. Enfin, on ne peut pas avoir la même chose. Pourquoi? Parce que les équipes, l'ingénierie ne sont pas présentes. Les acheteurs dans les toutes petites collectivités, c'est en général le ou la secrétaire de mairie, et donc qui s'appuie sur une méthodologie qui, au travers de formation du CNFPT, etc., ou parfois pour certains qui se font partie de clubs d'acheteurs, leur permet d'avoir un peu plus de connaissances. Mais la réalité, c'est que toutes les collectivités qui sont sur les SPASER, c'est-à-dire l'obligation là de 50 millions d'euros d'achat, d'avoir une politique d'achat durable, pour elles, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que les obligations qui sont faites, et en particulier d'avoir un compte-rendu exhaustif au 30 juin de l'année, certaines qui répondent, on voit qu'on est dans ces strates importantes où il y a le personnel pour le faire, qui ont bien évidemment la connaissance. Alors au sein du Conseil national de l'économie circulaire, on a été saisi par le CGDD pour mettre en place au travers de nos groupes de travail. Alors peut-être très vite, le Conseil national de l'économie circulaire, c'est une instance qui dépend du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Nous sommes 47 membres et nous sommes issus donc de la loi AGEC. Et sur le CNEC, nous avons un modus operandi qui est assez simple. Nos travaux ils se basent sur le fait de dire mieux produire, mieux consommer, mieux gérer nos déchets,
mieux mobiliser les acteurs. Et en particulier, on a un groupe de travail sur la commande publique et la commande privée et comment faire accélérer les choses. Donc nous avons été sollicités par le CGDD pour travailler sur l'article 58 et voir où étaient les écueils de l'article 58. Bon, on les a trouvés assez rapidement. Méconnaissance des acheteurs. Ça, c'était un critère essentiel sur la connaissance de la loi, tout simplement. Le deuxième sujet, c'était les nomenclatures, ce qu'on appelle les codes CPV. Ça, vous y reviendrez tout à l'heure. Et puis, le troisième sujet, qui est le sourcing. C'est-à-dire, si on veut être vraiment en plus dans du localisme, il faut avoir la connaissance fine de la possibilité de fournir les produits qui font partie de cette liste des 17 familles. Donc voilà, très rapidement, ce sur quoi on s'est mis à travailler, avec un certain nombre d'auditions. Et à partir de ça, l'idée était de refaire un groupe de travail, alors là, sous l'égide du CGDD, pour continuer et voir de quelle manière l'article 58 pouvait être modifié et en faire un nouveau décret d'application l'année prochaine. Marlène nous en dira plus tout à l'heure. Donc voilà. Donc il faut absolument, en fait, si on le prend sous le prisme des collectivités, trouver le bon moyen. Alors je sais qu'il y en a un certain nombre qui existent avec des portails, etc. Mais néanmoins, d'aller au plus proche des collectivités les plus petites pour aller vraiment leur apporter l'information qu'elles puissent mettre en œuvre, en particulier cet article 58 qui est une des possibilités le plus rapidement de mettre en œuvre l'économie circulaire. Il y en a plein d'autres. Mais celui-ci, pour moi, c'est déjà la meilleure prise de connaissance, tant du niveau des élus que des niveaux des agents dans les petites collectivités, et d'aller faire bouger les choses très rapidement. Merci Jean-Michel. Justement, Marlène, un petit mot sur à la fois l'élaboration de cet article 58 et puis de manière plus générale, comment l'État, comment le CGDD accompagne les acheteurs publics, spécifiquement les acheteurs publics des collectivités territoriales, quels outils ils mettent en place pour justement leur permettre de mettre en place cette réglementation relativement ambitieuse. Merci. Effectivement, donc, comme vous avez dit, l'État fixe des objectifs assez ambitieux pour les acheteurs publics. Donc, comme tu le disais, 100% des marchés publics qui intègrent une considération environnementale obligatoirement en 2026, 30% avec une considération sociale. On a parlé de la loi AGEC qui est déjà en vigueur, la loi Industrie verte d'octobre dernier qui élargit le champ des obligés à l'élaboration d'un SPASER, un schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables, à tous les acheteurs publics, même les acteurs soumis au code de la commande publique au-dessus d'un certain seuil. Donc un cadre très ambitieux, et l'État met à disposition du coup des outils pour accompagner les acteurs, notamment dans le cadre du plan national pour des achats durables 2022-2025, ce qu'on appelle le PNAD. Donc des outils pour les acteurs publics comme privés. Donc je vais en mentionner quelques-uns, notamment depuis le 7 novembre dernier, une formation en format MOOC en ligne de 8 heures, accessible à tous, que vous soyez acteur public, privé ou même particulier, sur les achats durables. Voilà, une formation qui va quand même assez loin, voilà, dans les leviers, dans les enjeux, etc., sur les achats durables. Ensuite, on a les guichets verts, c'est un service d'accompagnement humain. Donc, c'est des personnes dans les territoires qui peuvent répondre aux questions pour l'intégration de clauses environnementales dans les marchés publics. De la même manière, le pendant social, c'est les facilitateurs sociaux. Donc, c'est des personnes aussi qui accompagnent l'intégration de clauses sociales, donc d'insertion de personnes éloignées de l'emploi ou dans le secteur du handicap, et qui accompagnent aussi pour le suivi de la mise en œuvre de ces clauses. Pour les SPASER, donc ces schémas de promotion des achats responsables, on lance le 7 décembre un programme d'accompagnement donc au SPASER. Donc c'est la forme d'un parcours. Donc on a un MOOC de 3 heures, on a ensuite des webinaires de retour d'expérience, des ateliers participatifs et des outils très concrets sur une grille pour savoir un peu quelle est sa maturité en matière d'achat durable, des outils qu'on peut partager avec ses collègues, voir un petit peu où est-ce qu'on en est, définir des indicateurs pour son SPASER. Donc c'est une stratégie d'achat responsable et ça peut s'appliquer autant aux acteurs privés que publics. On a un outil qui s'appelle l'AREF pour connaître toutes ses obligations, justement parce qu'on en a mentionné un certain nombre, en fonction de son besoin
Et de son statut, on peut savoir voilà, toutes les obligations qui s'appliquent à nous en matière d'achat durable. Et encore, voilà, je vais en mentionner encore 2. La clause verte, c'est un site qui recense toutes des clauses environnementales et sociales, donc utilisées par certains acteurs qui peuvent voilà, inspirer et dont d'autres acteurs peuvent se servir pour les intégrer dans leur marché. Et puis juste, je vais mentionner les trophées de la commande publique qui ont lieu en ce moment même, salle Europe au fond. Donc c'est des trophées qui sont soutenus aussi par le ministère et qui sont maintenant orientés. Tous les prix sont orientés vers l'achat durable parce qu'aujourd'hui on dit qu'un achat performant ne peut pas être performant sans intégrer une dimension de durabilité par exemple. Voilà, donc un grand nombre d'outils. Vous pouvez tout retrouver d'ailleurs bientôt sur une plateforme en ligne achatdurable.gouv.fr en début d'année prochaine. Sinon, il y a le site rapide pour tous les acteurs publics. Voilà, n'hésitez pas à rejoindre ce réseau social des acteurs publics. Et sur le 58, donc on a un nouveau projet de décret d'application qui va être examiné au Conseil d'État ces prochains jours pour une publication, on l'espère, à la fin de l'année. Donc pour ce nouveau décret, on a fait une enquête auprès des acheteurs, auprès des fournisseurs pour évaluer justement l'adaptation de l'offre à cette nouvelle demande, une consultation publique et donc un nouveau décret. Pourquoi ? Vous l'avez dit, à la fois la suppression des codes CPV, donc du coup une nomenclature européenne qui n'était pas utilisée par tous les acteurs publics et qui n'intégrait pas certains produits, par exemple les tablettes, les nouveaux produits qui ne sont pas du tout présents dans cette nomenclature. On a une progression pluriannuelle, donc on va avoir des objectifs plus ambitieux avec une progression pluriannuelle 2024, 2027, 2030 pour laisser le temps aussi aux acteurs d'avoir cette visibilité et de s'adapter. Des nouveaux produits. Et puis la prise en compte aussi des dons dans les biens acquis, c'est-à-dire que voilà, la loi disait l'acquisition de biens, on s'est dit l'acquisition, ça peut être aussi l'acquisition par le don et pas seulement par l'achat. Et donc ça, c'est aussi rendu possible et c'est aussi pour valoriser cette action qui est au moins autant valorisable que l'acquisition de biens réemployés, donc de seconde main par l'achat. Voilà un petit peu pour ces grandes lignes du décret qu'on espère sortir bientôt. Merci Marline. Alors allons tout de suite du côté des acheteurs publics avec Maud de l'UGAP. L'UGAP est au cœur de ce mouvement de fond qui est en train d'arriver. Comment est-ce que vous vous adaptez ? Quels outils vous avez mis en place pour faire face à cette demande qui va peut-être exploser à un moment donné, et peut-être même comment est-ce que vous êtes allé déjà un peu plus loin de votre côté sur ce sujet-là spécifique des achats circulaires ? Oui, alors en effet, sur les achats circulaires, déjà, comment on s'adapte ? On s'adapte en écoutant nos clients. Donc c'est vrai qu'on a eu à cœur aussi d'avoir ces échanges-là avec les clients, notamment particulièrement avec les collectivités territoriales. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on constate, c'est que effectivement, toutes les feuilles de route achats responsables, qu'elles s'appellent SPASER ou autres, ont de toute façon cet enjeu d'économie circulaire. Alors après, qui va être exprimé de manière... ça peut être adressé de manière très différente d'un acteur à un autre, mais ça va arriver par justement une feuille de route qui va être par exemple sur la décarbonation. Ça va arriver très clairement sur des feuilles de route où on voit que c'est inscrit dans la feuille de route de développer dans les achats, notamment particulièrement visés sur l'article 58 de la loi AGEC. Ça arrive aussi avec un sujet qui va être celui de l'emploi local. Donc on voit notamment les collectivités qui travaillent sur ce sujet de comment je fais travailler mes entreprises, l'emploi sur mon territoire. Et donc c'est un fil aussi qui tire aussi cette partie économie circulaire. Donc tout ça, on voit qu'il y a une volonté générale de faire bouger les lignes et tout le monde va dans le même sens. L'UGAP aussi. Donc l'UGAP a aussi son SPASER. Donc à l'écriture en 2021, l'économie circulaire, c'est le fil rouge sur l'axe de transition écologique.
Donc voilà un petit peu déjà pour ce cadre de comment on s'adapte et comment on se met en mouvement justement pour adresser ces demandes-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a mis en place? Alors déjà, il y a eu un premier volet qui a été de voir finalement dans le catalogue de l'UGAP et notamment sur les segments produits de l'article 58, qu'est-ce qui était présent au catalogue. Donc aujourd'hui, on a 9000 références qui correspondent justement à l'article 58 de la loi AGEC. Bien évidemment, au travers de l'ensemble des marchés de l'UGAP, c'est aussi de s'appuyer sur les piliers de l'économie circulaire. Donc tous les marchés, que ce soit en critères, en conditions d'exécution, en spécifications techniques, on va travailler à identifier, valoriser, voire mettre dans le dur des marchés l'éco-conception, la durabilité des produits, la réparabilité, favoriser la gestion de fin de vie qui va être adressée notamment vers le réemploi, la réutilisation. Et là où particulièrement j'ai envie de partager aujourd'hui, c'est effectivement le travail qu'on mène et qu'on continue pour développer justement des nouvelles offres en économie circulaire et enrichir celles qui sont déjà présentes. Alors on ne va pas dire que c'est simple, c'est pas simple. Notamment, on a des sujets qui vont être aussi, quand on veut développer et booster justement sur l'économie circulaire, il y a également un enjeu de faire bouger les réglementations. Donc typiquement, aujourd'hui, l'UGAP, en 2024, va lancer une procédure de rétrofit des véhicules. Il y a besoin aussi de travailler sur cette partie réglementation, notamment sur le sujet de l'homologation des véhicules qui ont été rétrofités. On a un enjeu aussi de travailler, et je sais que l'INEC travaille ardemment sur ce sujet en ce moment, de l'impact prix. Donc nous, aujourd'hui, on entend des collectivités, donc pas plus tard que cette semaine, lundi, on a regroupé à peu près une vingtaine de collectivités territoriales, donc des conseils départementaux, des métropoles, des villes. On a échangé donc sur une table ronde de transition écologique. Et qu'est-ce qu'on a vu arriver? On a vu arriver des directeurs commandes publiques, des directeurs achats. Alors ça peut paraître contre-intuitif, mais moi j'ai trouvé ça absolument génial, qui nous disent, moi mon enjeu, c'est de ne pas acheter. De ne pas acheter. Et donc, typiquement, on a pris des exemples, ils nous ont dit, moi mon enjeu, c'est notamment, plutôt que d'aller acheter du produit reconditionné sur des équipements électriques, du mobilier, moi, je veux aller chercher du service de reconditionnement, du service de réparation. Or, on le sait, sur ce sujet-là, il y a un travail aussi à ce que ces offres, ces services de réparation deviennent accessibles et soient intéressants. Donc ça, c'est vrai que ça fait partie des points sur lesquels, quand je dis c'est pas facile, il y a ces enjeux-là. Alors après, ces enjeux-là, j'ai envie de dire, l'UGAP, que fait l'UGAP par rapport à tout ça? C'est effectivement de se faire relais de ce qu'on entend. Et nous, pour pouvoir adresser une demande, on va relayer ces difficultés-là. Après, qu'est-ce que l'UGAP peut faire? Et notamment pour développer son offre et l'enrichir, on va travailler très finement la stratégie achat, secteur achat par secteur achat. Et là où on va jouer, où effectivement il y a peut-être une autre difficulté à laquelle on est confronté, mais ça on y arrive, c'est la maturité des secteurs. La maturité des secteurs, on le voit, donc ça on le travaille avec un sourcing très élargi, elle n'est pas la même d'un secteur achat à un autre. Donc je vais prendre des exemples. Typiquement sur la partie mobilier, ça a été justement les travaux de 2021-2022, d'avoir des discussions élargies avec l'ensemble des parties prenantes, donc autant les fabricants traditionnels, les acteurs de l'économie circulaire, les réseaux et notamment les syndicats professionnels. Voilà, le constat est qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment, on ne peut pas parler de filière de réemploi sur la partie mobilier, ce n'est pas structuré pour adresser en volumétrie des demandes des acteurs publics. Donc comment on fait? Donc nous, aujourd'hui, ça a été notre travail de dire il faut travailler sur les coopérations entre entreprises, soit entre acteurs de l'économie circulaire, des associations possibles entre les acteurs classiques et les acteurs de l'économie circulaire, pour que collectivement on puisse adresser en volumétrie ces demandes des acteurs publics. Et ça, c'est en train de venir, donc ça se travaille au fur et à mesure.
Après, je vais donner un autre exemple de ce que fait l'UGAP justement pour y aller encore plus et y aller vraiment à l'échelle. C'est notamment de travailler donc, toujours sur ces coopérations, mais sur un secteur plus mature. Donc, je prends l'exemple qui était l'objet d'une table ronde ce matin sur le stand d'acteurs publics, les cartouches remanufacturées. Donc, de fait, là, on est pleinement sur un enjeu d'économie circulaire. L'UGAP avait déjà des marchés de cartouches remanufacturées, donc cartouches remanufacturées versus cartouches neuves. Et donc aujourd'hui, sur ce secteur-là, c'est un secteur mature. Il y a de la volumétrie. Après, le sujet que l'on a sur les cartouches remanufacturées, c'est qu'elles ne sont pas toutes fabriquées en France, par exemple. Donc, l'enjeu qu'on a eu, c'est nous, au travers de notre marché, du dispositif contractuel qu'on a proposé, c'est de dire, finalement, aujourd'hui, sur ce marché-là, on est sur des marchés distributeurs et on va aller chercher, justement, on va aller plus loin, chercher à ce que ce soit de la fabrication en France et chercher à ce que ce soit non seulement de la fabrication en France, de la confection en France, mais aussi adressé au secteur inclusif. Donc, en fait, dans ces marchés-là, on a mis une clause de réservation pistée sur le secteur inclusif. Et ça, voilà, c'est un format qu'on regarde, donc, qui est sur ce marché-là, qui a été mis dans le dur et qui a permis justement une association entre un distributeur et une entreprise du secteur adapté, donc il y a APF 34 qui travaille à Montpellier, et sur lequel le distributeur, donc c'était dans le dur de notre marché, et le distributeur, lui, s'est positionné en doublant finalement le volume qu'on demandait en minimum dans notre marché. Donc pour nous, ça fait partie des éléments clés en fait de travailler avec l'ensemble de la technicité des achats, des plans de progrès, ce type de format, qui veut nous permettre d'une part déjà de pouvoir faire entrer l'économie circulaire dans nos marchés. Déjà sur ce sujet qui est qu'on a quand même aussi globalement dans l'économie circulaire, alors c'est pas vrai sur tous les secteurs, mais on a quand même des très petites entreprises, des PME, dont le premier sujet va être comment j'accède à la commande publique. Donc pour nous, ce type de format, c'est une possibilité, c'est coopération, c'est un moyen déjà de faire entrer dans la commande publique. Et puis, on a ce sujet aussi du passage à l'échelle. C'est-à-dire que c'est bien, mais toutes ces TPE, ces PME, bien évidemment qu'on a envie que demain, ce soit les nouvelles ETI. Donc voilà, on s'appuie sur ces formats et pour nous, c'est fondamental justement pour développer l'ensemble de l'économie circulaire au travers de nos marchés. Merci Maude, vous avez bien anticipé ma question sur la structuration des filières, donc je vous remercie. Alors justement Stéphanie, la métropole du Grand Paris travaille beaucoup à former les acheteurs publics et à modifier un petit peu leurs habitudes et leur rôle, puisqu'on sait que le rôle de l'acheteur public doit évoluer aussi avec cette réglementation-là. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots ? Oui, alors en fait, c'est pas évident comme sujet. Ça fait 3 ans que je travaille sur le sujet et on se pose la question avec l'équipe régulièrement sur comment accompagner au mieux les acheteurs publics et les prescripteurs des 131 communes qui composent la métropole. C'est pas vraiment évident parce que quand on est juriste commande publique, on est vraisemblablement juriste de formation. L'exigence de notre métier, c'est de faire quelque chose de carré, de conforme à la réglementation, de limiter les prix, de délivrer en temps, en heure et sans accroc opérationnel. Et là, d'un coup, avec l'évolution réglementaire, les évolutions législatives et l'évolution de la société et des pressions sur les ressources naturelles, on se rend compte qu'on demande aux acheteurs de devenir du jour au lendemain non seulement des juristes, mais aussi des innovateurs. Je parle de ça parce qu'on est dans l'arène de l'innovation. Et c'est extrêmement compliqué, voire pousser les gens un peu à la schizophrénie en étant à la fois dans la conformité et à l'inverse dans l'innovation. C'est pas du tout évident. Donc nous, le sujet, on l'a abordé dans un premier temps. Alors on fait pas de la formation, on fait de la sensibilisation. Dans un premier temps, en disant déjà, faut savoir de quoi on parle. Quand on a une formation de juriste commande publique, on n'est pas forcément expert des subtilités de l'économie de la fonctionnalité. Quand on lit le décret du 3 mars 2021, parfois on a besoin d'un petit peu d'aide pour faire un petit peu d'exégèse sur les colonnes de gauche, colonnes de droite, etc. Donc notre premier parti pris, c'est les acheteurs publics de la métropole ont besoin de sensibilisation. Donc on fait par famille d'achat des webinaires très courts parce qu'on sait que les acheteurs publics n'ont pas le temps. Donc 1 heure sur les enjeux circulaires, solidaires, parce qu'on aborde toujours les deux sujets ensemble à la métropole, et réglementaires de chaque famille d'achat. Et une fois qu'on a rappelé la loi et fait un petit peu
de hiérarchisation des impacts en disant c'est super de s'intéresser au marché de consultation et de consultants, mais en fait l'impact environnemental il n'est pas là. Voilà. Intéressez-vous au marché de travaux et au marché de fourniture, comme disait Monsieur Buff. Une fois qu'on a fait ces webinaires de sensibilisation, on double par des webinaires de retour d'expérience complétés de sourcing solidaire pour montrer aux acheteurs que leurs pairs, leurs homologues acheteurs sont déjà en train de mettre en place et que c'est possible. Oui, il y a un coût de conduite de changement, oui, c'est difficile à faire, mais c'est possible. D'autres l'ont fait. Et en fait, donc, nous, ça fait 3 ans qu'on fait, donc, avec l'Institut national de l'économie circulaire et l'Agence des économies circulaires, ce programme de sensibilisation qui est très populaire parce qu'aujourd'hui, on a plus de 600 participants qui sont connectés à au moins un des webinaires. Je dis 600, c'est pas que la métropole parce qu'on a échangé avec le CGDD qui nous a demandé d'ouvrir tous les webinaires à tous les acheteurs publics de France. Donc on se retrouve avec la Maison de l'Emploi de la Réunion et le CHU de Lille qui nous rejoignent aussi. Donc c'est varié. Mais on se rend compte qu'en fait, être sensibilisé, c'est bien, mais pour vraiment passer le cap de l'action, il faut qu'on retourne à de l'accompagnement individuel. Ce qui est hyper difficile pour moi de dire parce que depuis 3 ans, je dis on a 131 communes à accompagner. Va falloir faire de l'innovation et du passage à l'échelle et accompagner un maximum de monde. Et donc là, au bout de 3 ans de sensibilisation, on se dit la sensibilisation, c'est important, mais pour vraiment passer à l'action, il va falloir qu'on retourne à faire de la dentelle commune par commune, EPT par EPT, aller regarder comment, dans leur prévisionnel marché, on peut faire de la dentelle et intégrer ici et là des clauses d'économie circulaire et solidaire. Et c'est long, c'est fastidieux, mais on a envie de faire ça parce qu'on est convaincu, comme M. Buff, et comme tout le monde ici, que la commande publique, c'est un vrai levier de changement pour la transition écologique et solidaire des territoires. Merci beaucoup Stéphanie. On a une petite minute pour d'éventuelles questions dans la salle. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur. Merci beaucoup. Frédéric Schneider, Société d'Eligeo. Merci pour vos interventions. Vous parliez d'outils pour aider peut-être les décideurs à choisir sur de l'achat durable. Nous, on accompagne un certain nombre de collectivités sur des sujets tels que cela. Et notre retour d'expérience, c'est qu'on peut avoir l'impression que ça manque d'outils opérationnels. C'est-à-dire derrière les textes qui disent acheter en coût total de possession, prenez en compte les émissions de polluants, etc. Une certaine difficulté à mettre ça en œuvre. Vous l'avez dit aussi au niveau juridique, mais surtout même pour se projeter. Qu'est-ce que ça veut dire de façon opérationnelle? Comment je compare en coût de possession différentes offres? Voilà, pour ce retour d'expérience. Et peut-être ce serait intéressant de savoir ce que vous en pensez du point de vue de la stabilisation des outils. Merci pour la question. Effectivement, je pense que c'est tout le but justement du plan national pour des achats durables, d'apporter des outils vraiment concrets, qui répondent aux demandes. Donc vraiment, par exemple, je citais la clause verte, c'est vraiment des clauses, des exemples de clauses qui ont été utilisées par exemple par le ministère de l'Agriculture sur un marché de restauration collective. Cette clause, on sait qu'on peut l'utiliser dans nos marchés, elle est fiable, ça rassure aussi de savoir que tel acteur a utilisé telle clause. Donc voilà, des clausiers, je sais que la métropole en travaille dessus aussi. Je parlais de guichet vert, donc c'est vraiment un service humain, c'est une personne qui est là 1 heure pour répondre à toutes les questions sur un marché, comment j'intègre des considérations environnementales dans son marché. Je vous parlais de la formation, qui est vraiment, comme si tout le monde suit cette formation de 8 heures, on a vraiment en tête de nombreux leviers d'action pour intégrer des considérations environnementales dans ses achats. Et puis, qu'est-ce que je voulais mentionner? Vous parliez des coûts total de possession. Donc l'État doit mettre à disposition l'année prochaine, d'ici 1 an, des outils de calcul du coût du cycle de vie par segment d'achat. Donc ça, c'est effectivement pour le côté coût du cycle de vie, connaître vraiment tout le... raisonner en coût global, voire coût du cycle de vie, mais pas seulement le prix. Aujourd'hui, on travaille dessus pour mettre à disposition des outils que l'on veut à la fois fiables, c'est-à-dire dont le résultat est fiable, mais qui ne soit pas non plus trop compliqué et qui soit utilisé effectivement par les acheteurs. Voilà un petit peu pour ces réponses. Stéphanie, un petit mot peut-être sur les outils de manière un tout petit peu plus concrète.
Je pense qu'à ce stade, vu l'ampleur de la tâche qu'il y a, on peut commencer à encourager les acheteurs à aller vite, loin, et on mesurera après. Je sais que c'est pas du tout conventionnel de dire, mais si on commence à leur demander de faire des analyses des ACV à chaque fois qu'ils font un achat, enfin ils vont pas avoir le temps. Hein. Déjà les garder connectés 1 heure sur un webinaire, c'est le maximum, et on sait qu'ils sont interrompus parce que le téléphone sonne, parce que ceci, parce que cela. Je pense que c'est illusoire à ce stade de leur demander de rentrer dans des analyses hyper poussées. Commencez à faire à mettre des clauses environnementales solidaires dans vos marchés. Commencez, formez-vous, et au fur et à mesure, vous pourrez rentrer dans le détail. Mais pour moi, c'est vraiment du niveau 3. Et la plupart des acheteurs sont encore à la phase de sensibilisation. Après, passage à l'action, et après, on mesure. Je sais que c'est dans un cas théorique parfait, on met tout à plat d'abord. Mais pour l'instant, je trouve que à minima, sur les 95 acheteurs qu'on accompagne au niveau de la métropole, on n'en est pas là. Marlene, très vite. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et juste pour compléter, donc ces outils d'ACV, on pense qu'effectivement, en fait, il faut aussi avoir un désordre de grandeur pour définir son besoin. Est-ce que vraiment il faut que j'achète, ou justement, en fait, avoir conscience, par exemple, qu'un ordinateur, son impact environnemental le plus important est lors de la fabrication, de l'extraction des matières, et non lors de l'utilisation. Donc en fait, si l'acheteur sait qu'il vaut mieux allonger la durée de vie de sa flotte informatique 2 ans de plus, plutôt que d'avoir des ordinateurs ultra performants énergétiquement, déjà ça, en fait, voilà, c'est un peu du bon sens que chacun n'a pas, enfin, des ordres de grandeur. Et ensuite, pour aller plus loin et peut-être comparer les offres entre elles, des outils de calcul du coût du cycle de vie. Maud, peut-être 10 secondes, si vous avez quelque chose Ah oui, sur le 10 sujet. secondes, vraiment, mais voilà, dans la continuité de ce que disait Marlene, c'est-à-dire qu'effectivement, sans aller jusqu'aux analyses cycle de vie, il y a les moyens déjà, aujourd'hui, voilà, ne serait-ce qu'en se posant ce questionnement sur les différents impacts. Et voilà, quand je parlais tout à l'heure des cartouches remanufacturées, c'est l'exemple. C'est effectivement déjà comment j'adresse mon besoin. C'est-à-dire mon besoin, voilà, ça va être d'avoir mes cartouches, mais du coup, d'aller chercher ces cartouches remanufacturées et sans forcément aller directement dans cette analyse-là. Voilà, on a déjà, dans le cadre de la commande publique, un certain nombre d'éléments pour avancer tout de suite. Merci beaucoup. Merci à toutes les trois. Merci à Jean-Michel aussi qui est parti. Merci d'avoir écouté ce petit décryptage d'une demi-heure. C'était assez court. Si vous avez des questions, on reste un peu disponible après cette conférence-là. Et je vous souhaite une bonne journée.